Tu ne fais plus partie de la famille, m'a dit mon père, et avant que je puisse pleinement comprendre ses paroles, le bruit de la porte qui se verrouillait a résonné dans le couloir comme un coup de feu. Dehors, mon fils de 4 ans, Tommy, s'est mis à pleurer. C'était en décembre à Chicago, la température était inférieure à 0, et mon enfant se trouvait devant la maison où j'avais grandi, vêtu uniquement d'un t-shirt et d'un short, car nous nous étions précipités à l'intérieur lorsqu'il avait commencé à neiger. Je m'appelle Ryan, j'ai 31 ans, et je n'aurais jamais imaginé que je supplierais mon propre père de laisser mon fils entrer dans la maison. Papa, pour l'amour de Dieu, laisse Tommy entrer. Il a froid. Ai-je crié en frappant la porte en chêne massif que je connaissais depuis mon enfance. La même porte où ma mère m'attendait après l'école, où elle accrochait des chaussettes de Noël chaque mois de décembre, où nous célébrions chaque anniversaire en famille. À présent, elle était une barrière entre moi et la sécurité de mon fils. Tu as fait ton choix quand tu as mis notre famille dans cette situation, répondit-il à travers le bois, sa voix aussi froide que le vent glacial qui me cinglait le visage. Maintenant, assume les conséquences. Je pris Tommy dans mes bras, ses petites mains glacées agrippées à ma veste tandis qu'il sanglotait contre ma poitrine. Ma sœur Jessica est apparue à la fenêtre du salon, le visage déformé par la pitié et la peur, mais lorsqu'elle a fait mine de s'approcher de la porte, j'ai vu mon père la tirer hors de ma vue. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec Tommy dans les bras, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. 3 heures plus tôt, je me rendais en voiture à la maison de mon enfance avec les meilleures intentions. Présenter mon fils à son grand-père et essayer de reconstruire le pont qui avait été brûlé 2 ans auparavant. 2 ans depuis que mon père avait découvert mon orientation sexuelle. 2 ans depuis qu'il m'avait chassé de la maison en criant que j'étais une honte pour le nom de la famille. 2 ans depuis qu'il avait juré ne plus jamais vouloir me revoir. Mais quand Tommy est né, j'ai pensé que les choses pourraient peut-être changer. Que l'amour pour un petit-fils pourrait surmonter les préjugés envers un fils. Que l'innocence d'un enfant pourrait briser les barrières que l'orgueil avait érigées. J'avais tort. Je me suis assis au volant, Tommy tremblant encore dans mes bras, et j'ai mis le chauffage à fond tout en regardant la maison où j'avais grandi. Les lumières de Noël que ma mère avait installées avant de mourir 2 ans auparavant étaient toujours aux fenêtres, mais elles semblaient désormais plus froides, plus distantes. Mon esprit tournait à toute vitesse, tandis que j'essayais de décider quoi faire. Où allions-nous emmener Tommy? Mon appartement était à 1 heure de route, et il était déjà clairement traumatisé. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que son grand-père ne voulait pas le rencontrer? Mais tandis que ces questions tournaient dans ma tête, une autre a commencé à se former. Une question plus dangereuse, plus déterminée. Comment mon père se sentirait-il lorsqu'il découvrirait qui était vraiment Tommy? Car il y avait une partie cruciale de l'histoire qu'il ignorait encore. Une partie que j'avais gardée en réserve, en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Le numéro de la seule personne qui pouvait complètement changer la donne. Si cette histoire de famille détruite et de seconde chance vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un père peut rejeter son petit-fils sans même connaître le véritable prix de ce rejet. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai regardé mon père fermer les rideaux de la fenêtre avant, pensant avoir remporté une nouvelle bataille. Il ne se doutait pas que la guerre ne faisait que commencer. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Ryan? Mon Dieu, ça fait si longtemps. Salut, Jennifer. Ai-je répondu, regardant Tommy enfin cesser de pleurer tandis que le chauffage de la voiture réchauffait nos corps glacés. J'ai besoin de te parler de Tommy. Et j'ai besoin de ton aide. Jennifer était mon ex-belle-sœur, veuve de mon frère aîné, Mark, décédé dans un accident de voiture 2 ans auparavant. À la même époque, ma mère avait succombé à un cancer et mon monde s'était complètement effondré. Mark avait été le fils préféré. L'hétérosexuel parfait qui avait donné à mon père le petit-fils dont il rêvait avant de mourir tragiquement. Tandis que j'étais le fils à problème qui avait déshonoré la famille Santos. Mon père, Robert Santos, était un homme de 58 ans qui avait bâti un empire de petites entreprises à Chicago à la force du poignet et grâce à des valeurs traditionnelles inébranlables. Il possédait 3 garages, 2 blanchisseries et une petite épicerie dans le quartier où nous avions grandi. Robert Santos n'a jamais accepté le changement. Lorsque ma mère, Elena, a suggéré d'embaucher une femme pour travailler dans l'atelier en 1995, il lui a ri au nez. Lorsque Mark a voulu étudier l'art plutôt que l'ingénierie, mon père a brûlé tous les dessins de mon frère. Et quand, à 29 ans, j'ai enfin trouvé le courage de lui dire que je sortais avec un autre homme, il m'a donné 2 minutes pour quitter la maison avant d'appeler la police. « Tu es une aberration », a-t-il crié lors de cette nuit pluvieuse de mars, il y a 2 ans. « Aucun de mes enfants ne sera un de ces dégénérés. Tu es mort à mes yeux, Ryan. Mort. » Jennifer a soupiré au téléphone, la voix chargée de culpabilité et de nostalgie. « Ryan,
J'aurais dû te contacter plus tôt. Après la mort de Marc et ton départ de la maison, je ne savais pas quoi faire. Ton père a interdit à toute la famille de te parler. Je sais, murmurai-je en caressant les cheveux bruns de Tommy. Mais maintenant, j'ai besoin que tu saches la vérité sur Tommy. Une vérité qui va tout changer. Pendant ces 2 années de silence familial, j'avais déménagé à Milwaukee, trouvé un emploi de comptable dans une entreprise de construction et essayé de reconstruire ma vie. C'est là que j'ai rencontré David, un infirmier gentil de 35 ans qui est devenu l'amour de ma vie. David m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un choix. C'est un amour inconditionnel. C'est être présent dans les moments difficiles. Lorsque nous avons décidé d'avoir un enfant par le biais d'une mère porteuse, David a insisté pour que j'essaie une dernière fois de me réconcilier avec mon père. Un enfant change tout, m'a-t-il dit. C'est peut-être le pont dont vous avez besoin. J'étais sceptique, mais j'ai accepté. Après tout, quel grand-père rejetterait un petit enfant innocent? La réponse, apparemment, était Robert Santos. Jennifer, Tommy n'est pas seulement mon fils, ai-je commencé, en choisissant soigneusement mes mots. Il est aussi le fils de Marc. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé pendant de longues secondes. Que veux-tu dire? Tu te souviens quand Marc a fait don de son sperme à cette banque à Chicago, 2 ans avant sa mort? Il avait dit qu'il voulait perpétuer la lignée Santos, au cas où il lui arriverait quelque chose. Jennifer s'étouffa. Tommy a été conçu à partir du sperme de Marc. Techniquement, c'est mon neveu, pas mon fils. Mais c'est aussi mon fils, parce que je l'ai légalement adopté. David et moi avons eu recours à une mère porteuse, mais le matériel génétique est celui de Marc. Ce qui suivit fut un sanglot étouffé et incontrôlable à l'autre bout du fil. Mon Dieu, Ryan, tu es en train de dire que Tommy est le dernier Santos de sang de la famille. Le véritable petit-fils biologique que mon père a toujours voulu. L'héritier de l'empire qu'il a bâti. Et il vient de rejeter cet enfant parce qu'il est venu avec moi. Tommy s'est endormi sur mes genoux, inconscient de la tempête émotionnelle que son existence était sur le point de déclencher dans la famille Santos. Ses petits doigts agrippaient ma chemise, et je pouvais voir les traits indéniables du visage de Marc dans ses traits délicats. Les mêmes yeux bruns. La même forme de visage. La même fossette au menton qui faisait fondre mon père quand Marc était enfant. Jennifer, j'ai besoin que tu viennes ici. Aujourd'hui. Apporte les documents de la banque de sperme, les dossiers médicaux de Marc, tout ce que tu as. Mais Ryan, si ton père découvre. Quand il le découvrira, ai-je corrigé, il devra accepter le fait qu'il a rejeté le seul petit-fils biologique qu'il aura jamais. Qu'il a fermé la porte à la continuation de la lignée Santos. Qu'il a choisi les préjugés plutôt que le sang. J'ai observé la maison où j'avais grandi, où mon père était probablement en train d'expliquer à Jessica pourquoi il avait chassé son propre fils et petit-fils. Où il se justifiait à lui-même d'avoir fait ce qu'il fallait. Il n'avait aucune idée qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Retrouve-moi au restaurant de la 5e avenue dans 1 heure, dis-je à Jennifer. Il est temps que Robert Santos apprenne que ses actions ont des conséquences. Et que la vraie famille ne se définit pas par les préjugés, mais par le sang, l'amour et la loyauté. Lorsque j'ai raccroché, Tommy s'est agité dans mes bras et m'a murmuré d'une voix endormie. « Papa Ryan, pourquoi grand-père ne nous a-t-il pas laissé entrer ?» Je l'ai embrassé sur le front, conscient du poids de la responsabilité et de l'opportunité qui s'offrait à nous. Parce qu'il ne sait pas encore qui tu es vraiment, mon champion. Mais il le saura bientôt. 1 heure plus tard, le restaurant de la 5e avenue était presque vide. Seul le bruit occasionnel de la vaisselle lavée venait rompre le silence pesant de ce dimanche après-midi. Tommy dormait sur le siège à côté de moi, enveloppé dans mon manteau, encore épuisé émotionnellement par le traumatisme de tout à l'heure. Jennifer apparut à la porte, portant un porte-documents en cuir marron que je reconnus immédiatement. C'était le même que Marc utilisait pour ranger ses documents importants. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré tout le long du trajet jusqu'ici. Elle s'assit en face de moi, les mains tremblantes tandis qu'elle ouvrait le porte-documents. Ryan, j'ai apporté tout ce que tu m'as demandé. Les dossiers médicaux, les documents de la banque de sperme, même les conversations par SMS entre Marc et le médecin au sujet de toute la procédure. Jennifer étala les papiers sur la table comme s'il s'agissait des cartes d'un jeu fatal. Chaque document était une bombe prête à faire exploser le monde soigneusement construit par mon père. Marc était tellement soucieux de laisser un héritage, murmura-t-elle en effleurant doucement l'une des pages. Après que les médecins m'aient dit que je ne pourrais pas tomber enceinte naturellement, il est devenu obsédé par l'idée que la lignée Santos puisse se perpétuer d'une manière ou d'une autre. Je pris le rapport médical principal, où il était clairement indiqué que Marc avait fait 5 dons entre 2021 et 2022.
La banque de sperme Chicago Fertility Solutions avait utilisé l'un de ses dons pour concevoir Tommy. Il t'en a parlé à l'époque? Ai-je demandé, en étudiant chaque détail du document. Constamment. Mark était convaincu que quelque chose de grave allait lui arriver. Je ne sais pas si c'était de l'intuition ou de la paranoïa, mais il n'arrêtait pas de parler de la nécessité d'assurer la relève de la famille Santos. Il plaisantait même en disant que si vous décidiez d'avoir des enfants à l'avenir, vous pourriez peut-être utiliser la même banque. L'ironie était si amère que je pouvais presque en sentir le goût dans ma bouche. Jennifer, mon père n'est pas au courant de tout ça, n'est-ce pas? Du fait que Tommy est biologiquement son petit-fils? Elle secoua vigoureusement la tête. Robert détestait toute cette histoire de don. Il disait que c'était une mode moderne absurde et que Mark dramatisait trop. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet après les funérailles, il a immédiatement changé de sujet. Tommy s'est agité dans son sommeil, et j'ai instantanément senti le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Cet enfant innocent était la clé d'une vengeance qui pourrait détruire ou reconstruire notre famille. Mon téléphone vibra. C'était un message de David, mon petit ami à Milwaukee. Comment s'est passé le rendez-vous? Tommy va bien? Je t'aime. Pendant un instant, j'ai envisagé d'appeler David et de tout lui raconter. Il avait toujours été ma voix de la raison, celui qui m'empêchait de prendre des décisions impulsives. Mais cette fois, quelque chose en moi me disait que je devais faire cela seul. Jennifer, j'ai besoin que tu me racontes tout ce que mon père t'a fait subir depuis la mort de Mark. Elle poussa un profond soupir, jouant nerveusement avec l'alliance qu'elle portait toujours. Il me reproche la mort de Mark. Pas directement, mais entre les lignes. Il dit que si j'avais été une meilleure épouse, Mark ne serait pas sorti par cette nuit pluvieuse pour acheter de la glace parce que j'avais des envies de grossesse qui ne s'est jamais concrétisée. Ma colère a commencé à bouillir. Robert Santos avait non seulement rejeté son propre fils gay, mais il torturait aussi psychologiquement sa belle-fille veuve. Il a supprimé mon allocation mensuelle la semaine dernière, a poursuivi Jennifer, les larmes commençant à couler. Il a dit que je devais trouver ma propre voie dans la vie et cesser de dépendre de la charité de la famille Santos. Quelle allocation? Mark avait laissé des instructions pour que je reçoive 5 000 $ par mois de l'entreprise jusqu'à ce que je me remette sur pied. Son père a honoré cet engagement pendant 2 ans, mais il dit maintenant que cet argent pourrait être mieux investi dans des causes qui comptent pour la famille. Cette hypocrisie me rendait malade. Mon père abandonnait financièrement la veuve de son fils préféré, tout en rejetant le véritable petit-fils biologique qu'il avait tant désiré. Tommy se réveilla lentement, se frottant les yeux et regardant Jennifer d'un air confus. Qui est-elle, papa Ryan? Voici Jennifer, mon champion. Elle était mariée à ton oncle Mark. Jennifer eut un léger hoquet, absorbée par la complexité de la situation. Techniquement, Tommy était aussi son fils, génétiquement parlant. Mark était son père biologique, j'étais son père légal et adoptif. Tommy observa Jennifer avec ses yeux bruns caractéristiques des Santos, ceux-là même que mon père adorait chez Mark, ceux-là même qu'il avait rejetés lorsqu'ils étaient apparus chez moi plus tôt. Elle a l'air triste, observa Tommy avec la brutalité honnête des enfants. Elle est triste parce que les personnes qui devraient prendre soin d'elle ne le font pas, répondis-je en choisissant mes mots avec soin. C'est à ce moment-là, en regardant Jennifer essayer de sourire à travers ses larmes à son petit-fils dont elle n'avait jamais su l'existence, que je pris ma décision. Robert Santos avait choisi le préjugé plutôt que l'amour. Il avait choisi l'intolérance plutôt que la famille. Il avait choisi la fierté plutôt que le pardon. Il allait maintenant devoir faire face aux conséquences de ses choix. Jennifer, combien d'argent as-tu mis de côté? Peut-être 3 000 $. Pourquoi? Parce que nous allons devoir engager un avocat. Un bon avocat. Elle m'a regardé d'un air perplexe. Ryan, de quoi parles-tu? J'ai pris les documents de paternité de Tommy et les ai placés à côté des registres de dons de sperme de Mark. Le lien était incontestable, vérifiable et juridiquement solide. Mon père veut jouer avec les droits familiaux? Il veut décider qui appartient ou non à la famille Santos. Parfait. Nous allons lui montrer exactement ce que signifie rejeter sa famille. Tommy m'a regardé avec curiosité, ne comprenant pas la conversation des adultes, mais percevant clairement le changement d'énergie à table. Jennifer, Mark a-t-il laissé un testament spécifique concernant l'héritage de ses futurs enfants biologiques? Elle a acquiescé lentement. Oui, il y avait une clause stipulant que tout enfant conçu à partir de son matériel génétique aurait droit à l'intégralité de l'héritage en tant qu'héritier direct de la lignée Santos. Le sourire qui se dessina sur mon visage n'avait rien à voir avec le bonheur. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver la clé de la justice. Alors voilà. Tommy n'est pas seulement mon fils adoptif rejeté par préjugés.
Il est l'héritier biologique légitime de la famille Santos, avec des droits légaux que mon père ne peut pas simplement ignorer. J'ai vu la compréhension se répandre sur le visage de Jennifer comme le lever du soleil. Tu veux dire que... Je veux dire que mon père vient de rejeter et d'humilier le véritable prince héritier de la famille qu'il aime tant. Et quand il s'en rendra compte, il devra choisir entre admettre qu'il avait tort ou faire face à des conséquences juridiques qui pourraient lui coûter tout ce qu'il a construit. Tommy tira sur ma manche. « Papa Ryan, on peut rentrer à la maison maintenant? Je veux voir Papa David. » Je l'embrassai sur le front, sentant le poids de la responsabilité et de l'opportunité. « Bientôt, champion. Mais d'abord, Papa Ryan doit enseigner à certaines personnes la véritable signification de la famille. » Le lundi matin, j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet d'avocats Harrison et Associates, l'un des cabinets les plus respectés de Chicago, spécialisé dans le droit de la famille et des successions. Tommy jouait tranquillement avec ses petites voitures sur le sol à côté de moi, encore sous le choc des événements traumatisants du week-end. Jennifer avait passé toute la nuit dans mon appartement à Milwaukee, étudiant chaque document que Mark avait laissé. À 3 heures du matin, elle m'a réveillé avec des découvertes qui ont complètement changé la portée de notre stratégie. « Ryan, tu dois voir ça », murmura-t-elle en brandissant une enveloppe scellée qu'elle avait trouvée dans le porte-documents de Mark. Il y a des instructions spécifiques sur la marche à suivre si un enfant était conçu à partir de son matériel génétique. Dans l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite de Mark, datée de 6 mois avant sa mort, adressée spécifiquement à mon futur enfant biologique, au cas où je ne serais pas là pour le rencontrer. Dans cette lettre, Mark expliquait en détail ses droits successoraux, y compris une clause que je n'avais jamais vue auparavant. Tout enfant conçu à partir de son matériel génétique aurait non seulement droit à l'héritage qu'il laisserait, mais aussi un droit légal de participation dans les entreprises familiales Santos, y compris les ateliers, les blanchisseries et le supermarché. Plus important encore, Mark avait inclus une clause de protection contre la discrimination familiale, stipulant que si un membre de la famille Santos rejetait ou maltraitait son futur enfant biologique, cette personne perdrait automatiquement ses droits de gestion sur les entreprises familiales. C'était comme si Mark avait prévu exactement ce qui allait se passer. L'avocate Sarah Mitchell, une femme d'une 50aine d'années jouissant d'une réputation irréprochable dans les affaires de droit familial, étudia les documents avec un intérêt croissant. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle arriva à la partie concernant la discrimination familiale. « C'est extrêmement bien rédigé », commenta-t-elle en ajustant ses lunettes. Mark Santos a clairement anticipé les conflits familiaux potentiels et a mis en place des protections juridiques solides. Cette affaire pourrait constituer un précédent juridique fascinant. « Quelles sont nos options ?» ai-je demandé, en regardant Tommy empiler des blocs de construction avec la même détermination que celle qui grandissait en moi. Plusieurs. Nous pouvons commencer par une action en reconnaissance de paternité posthume, établissant légalement que Tommy est le fils biologique de Mark Santos. Avec les tests ADN et les documents de la banque de sperme, c'est pratiquement garanti. Jennifer se pencha en avant. Et ensuite, nous engagerons une action en justice pour demander que Tommy bénéficie de tous les droits établis dans le testament de Mark. Cela inclurait une participation dans les affaires familiales et une protection contre la discrimination. Sarah fit une pause, un sourire calculé se dessinant sur ses lèvres. Mais le plus intéressant, c'est la clause sur la discrimination familiale. Si nous parvenons à prouver que Robert Santos a rejeté et humilié Tommy spécifiquement par préjugé, et vous avez des témoins pour le confirmer, il pourrait perdre ses droits de gestion sur les entreprises qu'il a lui-même créées. Je sentis un frisson de satisfaction me parcourir l'échine. Vous dites que mon père pourrait perdre le contrôle des entreprises Santos. Potentiellement, oui. Le libellé du testament est clair. Tout membre de la famille qui discrimine l'héritier biologique de Mark perd ses droits de gestion. Les entreprises seraient transférées à un fonds fiduciaire géré au profit de Tommy jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Jennifer s'étouffa. Robert a bâti cet empire pendant 30 ans. C'est littéralement toute son identité. Et maintenant, il pourrait le perdre à cause de 30 secondes de préjugés contre un enfant innocent, répondis-je, l'ironie ne passant pas inaperçue. Sarah continua d'expliquer les implications juridiques. Le testament de Mark était enregistré et avait été validé par un autre cabinet d'avocats 2 ans auparavant. Les clauses étaient contraignantes et incontestables. Plus important encore, Robert Santos n'avait jamais lu le testament dans son intégralité. Comme beaucoup de patriarches traditionnels, il avait supposé qu'il hériterait automatiquement du contrôle total de l'entreprise après la mort de Mark, sans se soucier des détails juridiques. « Nous avons besoin d'une stratégie spécifique », a déclaré Sarah. « Nous ne pouvons pas simplement nous présenter avec des documents juridiques. Cela pourrait être considéré comme de l'extorsion ou du chantage émotionnel. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer un plan minutieux.
Tout d'abord, nous allions établir la paternité biologique de Tommy grâce à des tests ADN officiels. Jennifer avait encore des échantillons de cheveux de marque chez elle, suffisants pour une comparaison génétique. Deuxièmement, nous allions documenter de manière exhaustive l'incident de discrimination. Jennifer avait secrètement enregistré une partie de la conversation lorsque Robert avait rejeté Tommy, en utilisant son téléphone portable tout en observant la scène par la fenêtre. Nous avions également Jessica comme témoin potentiel, même si elle hésiterait probablement à témoigner contre son père. Troisièmement, et de manière plus dévastatrice, nous révélerions toute la vérité à Robert à un moment stratégique, lorsqu'il serait entouré d'autres personnes importantes dans sa vie. Fournisseurs, anciens clients, membres de la communauté qui respectaient la famille Santos. Si vous suivez cette quête de justice familiale et que vous voulez voir comment les préjugés peuvent se retourner contre ceux qui les pratiquent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un grand-père peut tout perdre à cause de 30 secondes d'intolérance. Le plan était simple mais brutal. Robert Santos serait confronté à la vérité sur Tommy lors de la traditionnelle fête de Noël de la famille Santos, organisée chaque année dans la salle paroissiale de l'église Saint-Michel. Un événement qui réunissait plus de 200 personnes. Clients, employés, amis de longue date, toute la communauté qui connaissait et respectait la famille. Lorsqu'il découvrira qu'il a rejeté son propre petit-fils biologique, devant toute la communauté qui a bâti sa réputation, il devra choisir entre admettre publiquement qu'il avait tort ou faire face aux conséquences juridiques de ses actes, expliqua Sarah. Et s'il choisit de se battre devant les tribunaux? Demanda Jennifer. Sarah a souri froidement. Alors il perdra publiquement, dépensera une fortune en avocat, et finira quand même par perdre le contrôle de l'entreprise. Mais il détruira aussi complètement sa réputation dans la communauté. Il n'y a aucun scénario dans lequel il peut sortir gagnant. En rentrant chez moi cet après-midi-là, Tommy endormi sur la banquette arrière, j'ai appelé David pour lui faire part des derniers développements. « Ryan, tu es sûr de toi ?» a demandé David, la voix pleine d'inquiétude. « Cela va détruire ta famille pour toujours. »« Ma famille a déjà été détruite quand il a claqué la porte au nez de notre fils, » ai-je répondu, en observant le trafic dense de l'après-midi à Chicago. Il est maintenant temps pour lui d'assumer les conséquences de ses choix. Et s'il change d'avis quand il découvrira la vérité? Et s'il veut se réconcilier? J'ai marqué une longue pause, réfléchissant à la question. Alors il devra le faire publiquement, tout comme il m'a rejeté. Il devra admettre qu'il avait tort, présenter ses excuses à Tommy et accepter notre famille telle qu'elle est. Je n'accepte plus les demi-mesures ni l'amour conditionnel. Le mercredi, les résultats du test ADN sont arrivés. Il y avait 99,9% de chances que Tommy soit le fils biologique de Mark Santos. Scientifiquement incontestable, juridiquement irréfutable. Jennifer était dans ma cuisine lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de café. « C'est officiel », a-t-elle dit en montrant le papier. Tommy est un Santos de sang, avec tous les droits légaux que cela implique. Elle s'est mise à pleurer silencieusement. Mark a toujours voulu être père. Il parlait toujours d'enseigner le football à son fils, de l'emmener pêcher au lac Michigan, de transmettre l'entreprise familiale à la prochaine génération. Je regardais Tommy qui regardait des dessins animés dans le salon, complètement inconscient du tourbillon que son existence était sur le point de déclencher. Il aura tout cela, lui promis-je. Mais avec une famille qui l'aimera inconditionnellement, pas une qui ne l'acceptera que lorsque cela lui conviendra. Jeudi, Sarah appela avec des nouvelles qui changèrent complètement notre stratégie. « Ryan, j'ai découvert quelque chose d'intéressant au sujet des affaires de la famille Santos. Son père connaît d'importantes difficultés financières. L'atelier de Milwaukee Street a 3 mois de retard dans le paiement de son loyer, et il a contracté d'importants emprunts personnels sur ses autres propriétés. Mon esprit a rapidement traité cette information. Est-il ruiné? Pas exactement ruiné, mais financièrement vulnérable. S'il perdait le contrôle de ses affaires maintenant, ce serait dévastateur non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. C'était la dernière pièce du puzzle. Robert Santos n'avait pas seulement rejeté un petit-fils. Il avait rejeté l'héritier biologique qui pouvait sauver son empire financier grâce à des investissements et à la rénovation de ses affaires. Ce soir-là, nous avons finalisé tous les préparatifs. Les documents juridiques étaient prêts, les preuves organisées, les témoins contactés. La fête de Noël de la famille Santos aurait lieu le samedi suivant. Je serai là, avec Tommy et Jennifer, portant la vérité qui transformerait à jamais la signification du nom Santos. Robert Santos avait choisi le préjugé plutôt que l'amour. Il allait maintenant découvrir le véritable prix de ce choix. Le samedi arriva comme un règlement de compte inévitable. La salle paroissiale de l'église Saint-Michel était décorée de guirlandes vertes et rouges, exactement comme ma mère le faisait chaque année avant de mourir.
217 personnes assistèrent à la traditionnelle fête de Noël de la famille Santos. D'anciens clients, des fournisseurs, des employés des 3 ateliers et des 2 blanchisseries, des voisins qui connaissaient notre famille depuis des décennies. Mon père circulait parmi la foule comme il l'avait toujours fait, saluant tout le monde par son nom, s'enquérant de leur famille, incarnant parfaitement le rôle du patriarche respecté de la communauté. Il portait le même costume bleu marine qu'il avait porté lors de toutes les occasions spéciales au cours des 15 dernières années, ses cheveux gris impeccablement coiffés en arrière. Robert Santos, l'homme qui avait bâti un empire familial grâce à son travail honnête et à ses valeurs traditionnelles. L'homme qui avait rejeté son propre petit-fils une semaine auparavant parce qu'il était accompagné d'un fils homosexuel. Jennifer et moi sommes arrivés à 19h30, Tommy vêtu de son plus beau costume, un petit blazer bleu marine que David avait acheté spécialement pour l'occasion. Mon fils me tenait fermement la main, toujours nerveux à l'idée de rencontrer le grand-père qui ne voulait pas nous connaître. Le plan était simple mais dévastateur. Sarah Mitchell, notre avocate, se tenait discrètement près de la scène où mon père prononçait traditionnellement son discours annuel de remerciement. Elle portait un porte-documents en cuir contenant tous les documents juridiques qui allaient faire de cette fête un moment marquant dans l'histoire de la famille Santos. Jessica m'aperçut la première et faillit renverser le punch qu'elle tenait à la main. Son regard passa rapidement de moi à Tommy et Jennifer, évaluant clairement les implications de notre présence. « Ryan » murmura-t-elle en s'approchant prudemment. « Que fais-tu ici » ? « Je suis venu présenter mon fils à la famille » répondis-je calmement, observant mon père de l'autre côté de la salle qui n'avait toujours pas remarqué notre arrivée. Après tout, c'est un Santos. Le premier obstacle apparut lorsque Tony Ramirez, directeur de l'atelier principal et bras droit de mon père depuis 20 ans, nous barra le chemin vers les tables centrales. « Ryan, tu ferais peut-être mieux de ne pas être ici aujourd'hui, » dit-il à voix basse, jetant un regard nerveux vers mon père. « Ton père a clairement indiqué que je ne faisais plus partie de la famille. » Complétai-je, gardant une voix ferme mais respectueuse. « Tony, tu connais ma famille depuis 2 décennies. Tu crois vraiment que cet enfant ne mérite pas de connaître ses proches ?» Tony regarda Tommy, qui l'observait avec ses yeux bruns caractéristiques des Santos, et hésita. La ressemblance avec Mark était si évidente que même quelqu'un qui n'était pas de la famille pouvait la remarquer. « Il ressemble beaucoup à Mark quand il était petit, » murmura Tony, clairement troublé par cette remarque. « Oui, acquiesçai-je. Il lui ressemble beaucoup. » C'est à ce moment-là que mon père nous aperçut enfin. La température de la salle paroissiale sembla baisser de 10 degrés lorsque Robert Santos interrompit sa conversation avec le père Miguel et posa son regard sur moi. Son expression passa par plusieurs phases en quelques secondes. Surprise, irritation, colère et enfin une rage froide et contrôlée. Il commença à traverser la salle dans notre direction, chaque pas mesuré et délibéré. Les conversations autour de nous commencèrent à s'atténuer à mesure que les gens percevaient la tension croissante. Jennifer me prit la main libre. « Ryan, tu es sûr de toi ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. » Mon père s'est arrêté à 3 mètres de nous, les mains serrées en poing le long du corps. « Tu as beaucoup de culot de te montrer ici après ce qui s'est passé la semaine dernière, » a-t-il dit d'une voix basse mais pleine d'autorité. Je pensais avoir été clair sur le fait que tu n'étais plus le bienvenu dans cette famille. La salle devenait de plus en plus silencieuse. Même les enfants qui jouaient près des tables de friandises semblaient sentir la tension dans l'air. « Papa » ai-je commencé, d'une voix suffisamment forte pour que les personnes à proximité puissent m'entendre clairement, « j'aimerais présenter officiellement mon fils, Tommy Santos, au patriarche de la famille. » Tommy a levé les yeux, sa petite main serrant la mienne plus fort. « Vous avez déjà clairement exprimé votre position sur ma situation, » ai-je poursuivi. Mais avant de prendre une décision définitive concernant cet enfant, il y a certaines choses que la famille, et notre communauté, doivent savoir sur qui est vraiment Tommy. Le père Miguel, qui connaissait notre famille depuis notre enfance, s'est approché lentement, sentant clairement que quelque chose d'important allait se passer. « Robert, il vaudrait peut-être mieux que vous discutiez en privé, » suggéra-t-il gentiment. « Non, mon père, » répondis-je. « Cela doit être dit publiquement. Mon père a rejeté cet enfant publiquement la semaine dernière. Si des éclaircissements doivent être apportés, ils doivent l'être de la même manière. » Mon père rougissait, ses mains tremblant légèrement de rage contenue. « Vous n'allez pas utiliser cette fête, cette tradition sacrée de notre famille, pour vos manipulations émotionnelles, » siffla-t-il. « Sortez d'ici maintenant avant que j'appelle la sécurité. » C'est alors que Jennifer s'avança, tenant le dossier contenant les documents de Mark. « Oncle Robert, » dit-elle, utilisant le titre formel qu'elle avait toujours utilisé, « avant de prendre cette décision, vous devez voir certains documents que Mark a laissés. Des documents sur sa lignée familiale et ses héritages. »
La mention de Marc fit hésiter mon père. Pendant 2 ans, toute référence à son fils décédé le rendait visiblement ému. « Quel document ?» demanda Jessica en s'approchant du groupe qui se formait autour de nous. Jennifer ouvrit le dossier et en sortit le premier document, le test de paternité officiel effectué 3 jours auparavant. Il s'agit d'un test ADN comparant des échantillons de Tommy avec du matériel génétique conservé de Marc, annonça-t-elle d'une voix suffisamment claire pour que la moitié de la salle puisse l'entendre. Les résultats montrent une probabilité de 99,9% que Tommy soit le fils biologique de Marc Santos. Le silence qui suivit fut absolu. Même le système audio de l'église sembla s'être arrêté. Mon père saisit le document de main tremblante, ses yeux parcourant les chiffres et les conclusions scientifiques à plusieurs reprises, comme s'il pouvait changer les résultats par la seule force de sa volonté. « C'est impossible », murmura-t-il. « Marc est mort il y a 2 ans. »« Comment ?»« Marc a fait don de son sperme à la banque Chicago Fertility Solutions 2 mois avant l'accident, » expliquai-je, voyant la compréhension commencer à se former sur son visage. Il voulait perpétuer la lignée Santos au cas où il lui arriverait quelque chose. Jennifer sortit le deuxième document, la lettre manuscrite de Marc expliquant ses souhaits concernant ses futurs enfants biologiques. Son propre fils, Robert, a laissé des instructions spécifiques stipulant que tout enfant conçu à partir de son matériel génétique devait être traité comme un héritier direct de la famille Santos, avec tous les droits et protections que cela implique. Le père Miguel agrippa le bras du fauteuil le plus proche, réfléchissant clairement aux implications. Tony Ramirez se mit à rire doucement, une réaction nerveuse typique lorsque nous sommes confrontés à des informations qui remettent complètement en question notre compréhension de la réalité. « Vous êtes en train de dire, » commença lentement mon père, que cet enfant est votre petit-fils biologique, complétai-je, le véritable héritier de la lignée Santos. Le garçon que vous avez rejeté et humilié la semaine dernière n'est pas seulement mon fils adoptif. C'est le seul petit-fils biologique que vous aurez jamais. La foule autour d'eux nous était complètement silencieuse, assimilant le drame familial qui se déroulait sous ses yeux. Mon père regarda Tommy, le voyant vraiment pour la première fois. Les mêmes yeux bruns que Marc. La même forme de visage. La même fossette au menton qui apparaissait quand Marc souriait quand il était enfant. « Mon Dieu !» murmura Jessica. « C'est pour ça qu'il ressemble tant à Marc. C'est Marc. Génétiquement parlant. » C'est à ce moment-là que Sarah Mitchell, notre avocate, s'est approchée du groupe. « Monsieur Santos, » a-t-elle dit formellement, « je m'appelle Sarah Mitchell, je suis avocate spécialisée en droit de la famille. Je représente les intérêts de Tommy Santos dans cette affaire d'héritage et de discrimination familiale. » Mon père s'est tourné vers elle, encore en train d'assimiler la révélation. Discrimination familiale. Sarah ouvrit son propre dossier et en sortit des documents juridiques officiels. Le testament de Marc Santos, enregistré et validé, comprend une clause spécifique sur la discrimination à l'égard de ses futurs enfants biologiques. Selon ce document, tout membre de la famille Santos qui rejette, maltraite ou discrimine un enfant conçu à partir de son matériel génétique perd automatiquement ses droits de gestion sur les affaires familiales. Le visage de mon père devint complètement blanc. Cela signifie, poursuivit Sarah, que votre rejet de Tommy la semaine dernière, dont plusieurs personnes ont été témoins, constitue une violation directe des conditions établies par votre propre fils. Techniquement, vous avez perdu vos droits légaux de gestion sur Santos Automotive, Santos Laundry Service et Santos Market. La foule se mit à murmurer, saisissant clairement l'ampleur de ce qui était en train d'être révélé. « Tu essaies de me faire chanter », dit mon père d'une voix dangereusement basse. « Tu utilises mon propre petit-fils contre moi. »« Non, » répondis-je calmement. « Je m'assure simplement que Tommy reçoive l'amour inconditionnel et les droits légaux que Marc voulait lui donner. Vous pouvez choisir d'être le grand-père aimant que Marc espérait, ou vous pouvez faire face aux conséquences juridiques de vos actes discriminatoires. » Tommy, qui était resté silencieux pendant toute la conversation entre adultes, prit enfin la parole. « Grand-père, » dit-il de sa petite voix de 4 ans, « pourquoi tu ne m'aimes pas ?» La question innocente résonna dans la salle silencieuse comme un coup de feu. Mon père baissa les yeux vers ce petit enfant qui portait les gènes de son fils décédé, qui représentait la continuation de la lignée Santos, qu'il avait rejetée par préjugé. Et à ce moment-là, sous le regard de 200 personnes, Robert Santos comprit enfin qu'il avait commis l'erreur la plus dévastatrice de sa vie. Il avait rejeté son propre héritage. Pendant 30 longues secondes, la salle paroissiale de l'église Saint-Michel resta complètement silencieuse. 217 personnes observaient Robert Santos traiter la question la plus simple et la plus dévastatrice qu'un enfant de 4 ans puisse poser. « Grand-père, pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Mon père s'agenouilla lentement devant Tommy, ses mains tremblantes touchant délicatement le visage de l'enfant.
Les mêmes yeux bruns que ceux de Marc le regardaient avec une curiosité innocente, sans rancœur, juste une véritable confusion. Je ne savais pas, murmura-t-il, la voix brisée. Tommy, je ne savais pas qui tu étais. Mais maintenant tu le sais, dit Tommy avec la logique simple des enfants. Alors tu peux m'aimer maintenant. Je vis des larmes commencer à couler sur le visage de l'homme qui avait bâti un empire fondé sur le travail acharné et des valeurs inflexibles. Le patriarche qui ne pleurait jamais en public s'effondrait devant la communauté qui l'admirait tant. Oui, répondit-il en serrant Tommy dans ses bras avec désespoir. Oui, mon petit-fils. Grand-père t'aime beaucoup. Le père Miguel s'est éclairci la gorge, visiblement ému. Il vaudrait peut-être mieux que nous discutions en privé des prochaines étapes, a-t-il suggéré gentiment. Mais mon père a secoué la tête, toujours en serrant Tommy dans ses bras. Non, mon père. J'ai rejeté mon fils et mon petit-fils publiquement. S'il y a des pardons à demander, ils doivent l'être de la même manière. Il se leva, Tommy toujours dans ses bras, et se tourna vers la foule rassemblée. Cette communauté me connaît depuis 30 ans. Vous m'avez vu construire ma famille et mon entreprise sur la base de ce que je croyais être les bonnes valeurs. Aujourd'hui, j'ai découvert que mes préjugés m'ont presque coûté ce que j'ai de plus précieux, ma propre famille. Tony Ramirez acquiesça respectueusement. Robert, nous commettons tous des erreurs. L'important est de les corriger. Ryan, mon père se tourna vers moi, la voix chargée d'un regret sincère. J'avais tort. Complètement tort. À ton sujet, à propos de David, à propos de ce que signifie la famille. Peux-tu me pardonner? Je regardais l'homme qui m'avait chassé de chez moi 2 ans auparavant, qui avait claqué la porte au nez de mon fils une semaine plus tôt, qui avait failli perdre sa propre lignée à cause de ses préjugés. Papa, le pardon ne s'obtient pas en 30 secondes de repentir public. C'est quelque chose qui se construit par des actions cohérentes au fil du temps. Il acquiesça, comprenant parfaitement. Tu as raison. Alors donne-moi l'occasion de prouver que j'ai changé. Laisse-moi vraiment connaître mon petit-fils. Laisse-moi accueillir David dans notre famille. Jennifer s'est approchée, les documents juridiques toujours à la main. Et les questions juridiques? Le testament de Marc, les droits de Tommy. Mon père a pris une profonde inspiration. Jennifer, Tommy est mon petit-fils. Il aura tout ce que Marc voulait qu'il ait. Les entreprises, l'héritage, l'amour inconditionnel que tout enfant mérite. Et toi? Je te demande pardon d'avoir réduit ton allocation. Marc voulait que tu sois prise en charge, et j'ai laissé ma douleur suite à sa mort affecter mon jugement à ton égard également. Sarah Mitchell, notre avocate, rangea les documents juridiques. Monsieur Santos, s'il y a une réconciliation sincère, nous n'aurons pas besoin de poursuivre les actions en justice. Mais Tommy a encore des droits légaux qui doivent être formalisés de manière appropriée. Bien sûr, acquiesça mon père. Faites tout ce qui est nécessaire pour garantir son avenir. La foule a commencé à se disperser lentement, murmurant entre elles au sujet du revirement extraordinaire dont elle avait été témoin. Certaines personnes se sont approchées pour féliciter Tommy, d'autres pour exprimer leur soutien à la réconciliation familiale. Jessica a finalement trouvé le courage de s'approcher. Ryan, je suis désolé de ne pas t'avoir défendu la semaine dernière. J'avais peur de papa, mais cela ne justifie pas mon silence. Nous avons tous eu peur de lui à un moment ou à un autre, ai-je répondu. L'important, c'est que nous avons maintenant la chance de construire des relations basées sur l'amour et non sur la peur. 3 mois plus tard, David et moi avons déménagé à Chicago. Pas dans la maison où j'avais grandi, mais dans une nouvelle maison où nous pourrions créer de nouveaux souvenirs sans porter le poids des conflits passés. Mon père a tenu sa promesse. Il a appris à connaître David en tant que personne, et non en tant que stéréotype. Il a découvert un infirmier dévoué qui sauvait des vies tous les jours et aimait Tommy comme son propre fils. Tommy a officiellement reçu tous les droits de succession établis par Marc. Plus important encore, il a gagné un grand-père qui l'emmenait pêcher au lac Michigan tous les samedis, lui enseignant les traditions de la famille Santos qui avait failli être perdue à cause des préjugés. Jennifer a repris son allocation et a commencé à travailler comme directrice financière des entreprises Santos, apportant une organisation moderne à des activités traditionnelles. Les entreprises ont prospéré sous cette nouvelle direction inclusive. Nous avons embauché des employés issus de la diversité, mis en place des politiques familiales progressistes et sommes devenus un modèle d'entreprise familiale qui embrasse les changements sociaux. À Noël dernier, j'ai regardé mon père apprendre à Tommy à faire des biscuits à partir de la recette de ma mère Elena. David aidait Jessica à décorer le sapin, tandis que Jennifer organisait les cadeaux. Papa Ryan m'a appelé Tommy depuis la cuisine. Grand-père a dit que toi et papa David allaient m'apprendre à conduire quand je serai grand. Bien sûr, champion.
ai-je répondu, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Mon père s'est approché, les mains encore couvertes de farine. Merci, a-t-il simplement dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour avoir donné une seconde chance à un homme préjugé et têtu qui a failli perdre tout ce qui compte. J'ai appris que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous font du mal, mais de transformer la douleur en croissance, les préjugés en acceptation, une famille brisée en une famille reconstruite sur des bases plus solides. Robert Santos a failli perdre son héritage à cause de 30 secondes d'intolérance. Mais il a trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une famille qui s'aime inconditionnellement, où les petits-enfants grandissent entourés de grands-parents, d'oncles, de tantes et de parents qui ont choisi l'amour plutôt que les préjugés. Si cette histoire de transformation familiale vous a touché et vous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la haine, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leur plus grande souffrance en leur plus grande victoire. Aujourd'hui, quand je regarde Tommy jouer dans le jardin avec son grand-père, je sais que Marc serait fier. Non seulement parce que sa lignée se perpétue, mais aussi parce que notre famille a appris que le véritable héritage n'est pas l'entreprise que nous avons bâtie, mais l'amour inconditionnel que nous léguons aux générations futures. Parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Hola, Julián. Fíjate. Mi liquidación. Bro. ¿De qué? ¿De dónde? Boludo. Boludo, va, güey, puto. Con azúcar bomb. ¿Estás muteado, pendejo? No me estés picoteando, puto. Gánstalo, mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Pon juego de hombre. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pongan un juego de hombre, Agües, después, la próxima. Si se puede, ¿no? De hoster. No, aguas, 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 aguas. Bien. ¿Que se pegan los frutos? No. No, se me desconectó el mouse, se me desconectó el mouse. Casi. No. ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Se me desconectó el mouse. Falta uno, falta uno. Vale, fruta perrico. No. No, puta mierda. Que remontamos, va, aguas, que remontamos, va. Gracias. Aguas, tienes que matarlo, aguas. ¡Te cae! Este imbécil. De hoster. Pero realmente él pensaba que pagaban. ¡Ey! Pasó red, pasó red. ¿Qué? ¿En qué momento? Gracias, puta. ¿Qué hice boost? Llega, aguas, llega. Sácalo, sácalo. Venga, su madre. Venga, su madre en América. Ay, putos. Y Soul-Bajo dice por el bien de mis familias. Y por el bien de mis oídos no vuelvas a gritar así de favor. Perdón. ¡Salí, concho! ¡Ay, concho! ¡No, es una broma! Te pegué a vos. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Quién? ¿Quién, yo? R. Perdón por gritar. Poné un juego de hombre, Agües, porfa. Bueno, puta, apretarlos con los dos puntos y manda, espérate. Grita más.
Sos un healer, no. Uf, fácil. Un No, healer, güey. sos un Mm, healer, güey. Que lo sepas. No, mi gorda. Si me habla, güey, también. Que me habla. ¿Quién está hablando? Hola. Hola, hola. Es un healer, no. ¿Qué hizo Aguas? Siempre hace algo. Encima le sacaron su rap y todo. Ay, Dios mío, qué